continue. Donc, du coup, ben, on termine sur la saison 92-93, donc avec ce titre de champion d'Europe, l'OM au sommet et Bernard Tapie ben, qui réussit son pari d'amener l'OM sur le toit de l'Europe. Donc, on le voit, beaucoup d'émotions. Hein. On a tous ces images en tête. Il est sur le terrain, il a les larmes, il essaie de cacher l'émotion, mais bon, il n'y arrive pas et tant mieux. Et voilà, tout le monde se tombe dans les bras de Tals, Bernès, etc., etc. Et tout le staff. Et donc, c'est vrai que on est au sommet, quoi. On est au sommet on est sur le toit du monde, quoi. C'est vrai que c'est des moments que, enfin, on n'oublie pas, quoi. Bon, certes, les images, on les a vues et revues, mais bon, elles restent gravées, quoi. Ah oui, je pense qu'on a toujours les mêmes frissons à revoir ça. C'est vrai qu'on a on voit Bernard Tapie avec Pascal Pro qui est bien plus jeune, Voilà, c'est justement, celle-là. fait C'est celle-là. lui tend le micro. Puis donc on voit Bernard Tapie avec les larmes aux yeux qui explique qu'on ne devrait pas les avoir pour ce genre de choses, mais qu'il fallait en profiter. Donc voilà, très ému, effectivement. On doit voir passer Bernès aussi derrière, qui a un sourire jusqu'aux oreilles, justement, pour cette fameuse coupe qui fait la fierté de l'Olympique de Marseille depuis ce jour-là et qui fait la fierté aussi du football français, puisqu'évidemment, on n'est à jamais les premiers et la seule étoile de France. Donc, ces moments-là sont à jamais gravés dans nos mémoires et on en parlait aussi avec tous les souvenirs qu'on a pu énumérer là depuis qu'on fait cette émission. C'est un vrai plaisir et on le sent certainement à notre façon d'en parler. On a le sourire, j'ai des frissons quand tu me parles de la Coupe d'Europe. Voilà, Ah, c'est un immense plaisir, un immense bonheur. Je pense qu'ils ne pouvaient pas nous rendre plus heureux que ça. Et franchement, tu vois, parce que bon, ça fait depuis 93, donc ça fait 27 ans. À ce moment-là, bon, on savait que c'était énorme, quoi, que c'était le sommet. Enfin, on a toujours rêvé, on était hyper, hyper joyeux. Mais je pensais pas, enfin, on se pensait pas que 27 ans après, tu vois, ça me marquerait autant et que je serais aussi fier et qu'il y aurait toujours cette émotion. Tu vois, j'ai regardé le reportage de RMC, et ben, à chaque fois j'ai la larme, quoi. Je suis en larmes à chaque fois. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Tu vois, on est vraiment, c'est quelque chose qui marque, je dirais. C'est un peu exagéré, évidemment, comme la naissance de l'enfant, mais c'est vrai que c'est des émotions. Après, il n'y a que le sport qui peut mêler des choses comme ça, quoi. Ah oui, c'est clair. Bon, et puis il faut dire qu'aussi les Marseillais, les supporters de l'OM, pardon, dans leur globalité, c'est un public de passionnés. Le nombre de personnes qui sont tatouées aussi de cette date-là, à jamais les Exactement. premiers, la Coupe d'Europe. Enfin, tu vois bien que on en a déjà discuté aussi, que ce genre d'émotions, tu ne les retrouves pas partout. Moi, personnellement, je suis pas étonné. Hein, de toute façon, c'est un attachement. Quand tu parles avec des passionnés de l'OM, tu le vois tout de suite dans la façon de présenter les choses, Oui, de exactement. s'exprimer. Tu vois des personnes comme tu le dis, qui ont la larme à l'œil. C'est vraiment ce club est différent. Et est-ce qu'il aurait été aussi différent si on n'avait pas gagné cette coupe-là, si Bernard Tapie ne nous avait pas fait autant rêver? Je sais pas. Je pense que pour les Marseillais de souche, ils auraient toujours eu autant d'appétit pour l'OM. Mais je Ouais, c'est pense ça. que ça a aidé aussi à convertir Exactement. les supporters de l'OM à travers la France, à travers l'Europe, voire à travers le monde. Il y a des Ouais, supporters ouais, de ouais. l'OM Après, on le voit. C'est vrai qu'il faut des grandes campagnes européennes pour que les Français, après, soient passionnés aussi par ce club. On l'a vu avant, hein, avec Saint-Étienne notamment, du coup, il y avait beaucoup de la France qui était là. Et donc, ça a été pareil pour l'OM, quoi. Et après, c'est resté. Et c'est vrai que les Marseillais, évidemment, il y avait une ferveur avant. Hein. J'ai revu des images des années 70 et tout. Bon, et il y avait quand même un public qui était déjà là, un public de fou. Mais après, effectivement, ça a englobé toute la France, quoi. Bon, on va juste s'arrêter là, juste ben, pour dire qu'effectivement, dans le stade, il y a des images marquantes, notamment la femme à tapis, enfin, on voit tapis et sa femme qui s'embrassent, les joueurs, Dimeco qui soulève la coupe, évidemment. Enfin, voilà, on l'a vu et revu, mais c'est des émotions assez extraordinaires. Alors, Boli donc, qui pleure ça, plus. ouais. Oui, oui, Boli qui perd plus. C'est vrai qu'il nous a tellement, tellement fait mal 2 ans avant que c'était quelque chose. Juste, ben là, je ne sais pas si on en a déjà parlé de l'anecdote de Boli qui est blessé à la fin de la première mi-temps de la finale face au Milan AC. Alors là, j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu le reportage justement d'RMC. Là, franchement, j'étais toujours persuadé qu'il était blessé. Et puis, je ne sais pas quel joueur qui dit ça, je ne sais pas si c'est Dimeco ou Casoni, qui dit en fait qu'il a somatisé, en fait, qu'il était stressé
En fait, se souvenant de 91, donc la grosse déception, quoi. Il avait vraiment angoissé de repère cette finale. Et en fait, c'est ça il avait une petite pointe, en fait, mais rien de grave. Et du coup, il voulait sortir exprès pour pas revivre ça, quoi. Donc après, tapis, tout ça, voleur, il le connaissait, il savait qu'il fallait le secouer, le dire, bah, écoute, t'es le meilleur, il faut que tu restes. Et en le secouant un peu, du coup, il allait rester. Et effectivement, voilà, parce que s'il était vraiment blessé, il n'aurait pas pu finir le match. Et 3 jours après, jouer à Paris, face à Paris, et marquer ce but, quoi. Donc voilà, c'était vraiment du stress. De toute façon, c'est un peu le discours de Tapi à Goethals dans le Talkie-Walkie. Hein. Discours auquel d'ailleurs Raymond Goethals répond l'autre con, il veut pas. Donc, là-haut, qui ne veut pas. Ouais, c'est ça. Mais il lui dit non, Basile, il n'est pas blessé, il a peur, il veut pas que ça se reproduise, il est inquiet. Évidemment, il emploie d'autres termes que cela. Oui, ça va plus vite. Mais le discours va dans ce sens-là. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il reste sur le terrain, effectivement. Donc, avec le succès qu'on lui connaît. Voilà, mais effectivement, s'il avait une blessure, bon, mais ça aurait craqué au bout d'un moment, quoi. Si c'est une blessure musculaire, ça aurait pas pu. Donc ça, c'est le bonheur. On est au sommet. Enfin, quand on est là, on pense qu'on va y rester longtemps. Malheureusement, les instances françaises, du coup, nous mènent la vie dure. Et l'UEFA nous interdit, nous prive de rejouer la Ligue des Champions la saison d'après. Tapi fait un recours qui marche au théâtre, mais en fait, après, l'UEFA menace de suspendre de toute compétition tous les clubs français, même l'équipe nationale. Hein, je ne me rappelais pas de ça. Donc, du coup, et surtout, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est que du coup, l'OM allait être radié. Enfin, la licence du club de l'OM allait être radiée par la fédération française, donc l'OM n'aurait plus existé, carrément. Donc, c'était quand même assez gros. Donc, du coup, Tapi se résout à lever sa plainte et du coup, l'OM est rétrogradé en Ligue 2 et l'année d'après ne pourra pas jouer la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale. Et voilà. C'est de l'acharnement. L'acharnement, vraiment. C'est de l'acharnement ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. D'autant plus qu'en plus, tu peux remonter l'année d'après. Et évidemment, on dit non, vous les Marseillais, vous allez rester une année de plus, ça va vous faire du bien. Enfin, évidemment, j'extrapole, mais c'est un peu ça. On te disqualifie de la Champions League, mais on t'autorise à jouer la Coupe UEFA. Qu'est-ce que c'est que ces décisions qui sont prises? Alors, évidemment, en 2020, il y a toujours des décisions qu'on peut contester. Mais là, si tu veux, c'est un petit peu on manquait déjà d'oxygène et on nous a clairement fait comprendre qu'on n'avait plus le droit de respirer à ce moment-là. C'est lamentable. Alors qu'on était champion d'Europe, hein. Enfin voilà, on peut s'en rappeler d'autres équipes qui n'ont pas eu autant, et même certains n'ont rien eu du tout. Donc c'est vrai que c'était l'acharnement. Là, je vois que interdit de recrutement, donc on pouvait prendre que des joueurs libres. Donc, du coup, forcément, il y a beaucoup qui doivent partir. Hein, donc, on est obligé de vendre des joueurs et forcément d'avoir une équipe beaucoup moins importante. Mais malgré tout, Bernard Tapie recrute des joueurs internationaux proches de la retraite et donc libres, dont Tony Cascarino, qui a été une sacrée trouvaille. Et donc, un petit peu contre toute attente, malgré tout ça, hein, on arrive à gagner quand même, l'année d'après, bien sûr, le championnat de Ligue 2. On oublie de parler de l'équipe avec Paolo Futre, Gilles Barros, William Prunier et tout ça. Il y a cette transition-là, avec ce fameux match. Tu as dû voir les images il n'y a pas longtemps au Parc des Princes où ça part en vrille complètement avec Georges Weah qui déglingue Fabien Barthès. Là, et, avant que le championnat de Ligue 2, justement, il y a cette équipe-là derrière. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça, c'est quoi? C'est cela, du coup, moi, c'est 93-94, justement. 94-94, ouais, voilà. 93-94, et donc c'est l'année qui précède la descente aux enfers, malheureusement. C'est un peu l'année de transition. D'ailleurs, c'est lequel de titre qu'on nous retire? C'est celui-ci ou celui d'avant? Je ne sais plus. C'est le titre de champion de 93. Hein. 93, ok. Mais ça devait faire 5 ans d'affilée, 5 titres d'affilée, du coup, on n'a que 4. Donc, regarde, tu verras, avant ça, il y a cette transition-là. Il y a William Prunier, il y a Dutuel qui vient aussi d'Auxerre. Alain Bokchik, Marcel Desailly et Paolo Futre.
qui parviennent à combler le déficit créé par la privation de compétitions internationales. Puisqu'à l'époque, Tapi misait à chaque fois sur une participation en Coupe d'Europe et une place en haut du classement. Et donc, du coup, ça a aussi tout foutu en l'air de ne pas avoir ces rentrées d'argent, quoi. Les recettes de télé, voilà, donc c'était forcément terrible, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, effectivement. Bon, malgré tout, l'équipe de la transition tient quand même la route, hein. Il y a une belle équipe, un peu moins encore fournie avec les remplaçants. On verra l'ébauche de l'équipe qui ira en Ligue 2 après, avec Amada Jambé, Marc Libra. Je pense que tous les supporters de l'OM aiment ce joueur parce qu'il donnait tout. Il a rendu bien des services, c'était vraiment un bon joueur. Mais comme tu le dis, effectivement, dès le début, on perd des gros joueurs. Et effectivement, Foutré, lui, de mémoire, n'est là que pour le début de saison. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ah, c'est un beau joueur, c'était un joueur technique, élégant. Ouais, c'était intéressant. Oui, tout à fait. Et on a encore, il y a Bogossian, par contre, qui est là. Voilà. Enfin, c'est compliqué cette transition, en tout cas, parce qu'en fait, entre le moment sanction, voilà, on va dire que disons que du moment que la sanction tombe de la Fédé et de l'Europe, bon, mais voilà, on avait une équipe qui pouvait encore tenir la route, même si certains joueurs étaient partis, mais voilà, donc jusqu'à ça, quoi. C'est ça. Donc du coup, on est rétrogradé en Ligue 2, donc ce qui conduit le club à la faillite. Voilà, donc avec en Ligue 2 à l'époque, c'était 10 fois inférieur aux recettes à celles de la Ligue 1. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est quasiment équilibré, enfin pas équilibré, mais je pense que c'est beaucoup moins important, quoi. À l'époque, c'était un trou abyssal entre la Ligue 1 et la Ligue 2, quoi. Donc voilà, donc que des joueurs libres, ok, mais malgré tout, donc on fait une super saison, on remonte. Mais toujours en dépôt de bilan, en fait. Et du coup, on se voit interdire par la DNCG, et notamment par... Alors voilà, j'ai noté ça, je ne me rappelais pas non plus, je savais qu'il y avait un acharnement, mais je ne savais plus trop. Présidé par André Soulier, donc, qui était le président de la DNCG, mais aussi président du Parti républicain dans le Rhône, et qui était adversaire politique déclaré de Bernard Tapie. Donc, il y avait un peu jugé parti quand même, quoi. Un petit peu, oui, effectivement. Alors, ouais, voilà. Oui, vas-y. Ouais, j'ai une déclaration justement de Tapie sur ça. Donc, à la suite de cette décision qu'il juge scandaleuse, Bernard Tapie déclare que tant que je resterai président de l'OM, toutes les décisions relatives au club seront défavorables. Je dois donc partir, et il démissionne de la présidence de l'OM, disant que ce jour est l'un des plus tristes de sa vie. C'est certainement un des plus tristes pour nous également. Ah oui, carrément, c'est clair. Enfin voilà, je veux dire, encore une fois, on est relégué administrativement. On sait qu'on est relégué aussi. Il y a autre chose que le football. Et même nos adversaires font semblant de ne pas le reconnaître, mais on le sait tous de toute façon. Moi, donc, tu vois, j'ai 12 ans à ce moment-là, je le vis mal, hein, la descente de Marseille en Ligue 2. C'est terrible à ce moment-là. Quand tu es jeune, tu perds quelque chose ou quelqu'un. Parce que, comme tu le dis, en plus, la Ligue 2, ça n'avait aucun rayonnement. Pour te donner un exemple, pour moi, la Ligue 2, à l'époque, c'était la SBO, c'était Beauvais, imagine. Donc, l'OM jouait contre Beauvais en Division 2, puisqu'en plus, on ne parlait pas de Ligue 2, c'était la Division 2 à cette époque-là. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et par contre, on a eu quand même des joueurs. C'est pour ça il y a quand même certaines personnes qui mériteraient quand même un peu plus de considération, ou qui mériteraient de la considération tout court, parce qu'il faut quand même se rappeler que tu descends en Ligue 2. Bon, déjà, on garde Fabien Barthès. Un peu comme certains l'ont fait quand la Juve est descendue en Ligue 2. Ouais, il y a quelques joueurs qui sont restés. Hein. Qui sont restés. Fabien Barthez reste, et tu peux voir des joueurs emblématiques comme Marcel Dib qui reviennent. Amada Jambé était là l'année d'avant, on en a discuté. T'as Ferreri qui est là aussi. T'as Jean-Philippe Durand qui est encore là. Enfin voilà, ce sont des joueurs qui avaient un avenir certainement ailleurs, encore en Ligue 1, dans de très gros clubs, et qui sont restés. Voilà, qui sont restés certainement pour le Marc Libra, j'en ai parlé tout à l'heure évidemment, pour l'amour du maillot, et ce sont des personnes de toute façon que tu vois toujours porter l'OM, en tout cas, et montrer leur attachement à ce club à l'heure actuelle. Donc, pas étonné, mais tu vois, un peu plus de considération pour ces personnes-là, ou un bel hommage
Alors évidemment, nous, à notre modeste niveau, c'est ce qu'on fait en le rappelant. Mais je suis quand même très fier de ces joueurs-là en tant que supporter de l'OM. En Ouais, plus, clairement, clairement. ouais. Moi, je Donc me voilà. rappelle être allé à OM Sion, donc formidable donc, match de Coupe d'Europe enfin, on a pu voir les images quand on avait perdu 2-0 à l'aller et on prend un but d'entrée, mais il y a une ambiance de fou et on gagne 3-1. Enfin, on est tout près de rétablir la tendance, quoi, et c'était vraiment une ambiance de fou. Enfin voilà, on était en Coupe d'Europe, pareil, c'était vraiment la même ambiance, on a l'impression qu'on avait la même équipe que même la Ligue 2, enfin, tout était possible, parce que bon, quand tu te remets à l'époque, on était quand même en Ligue 2, on allait en Coupe d'Europe, quoi, donc c'est quand même pas évident Tout à fait. d'aller, on avait passé un tour, hein, je crois que c'était l'Olympiakos, il me semble, Ouais, on a non, battu avec Athènes. l'Olympiakos. Oui. Olympiakos, Ouais. ouais, Olympiakos. Et du Ouais, coup, là, Sion, voilà, c'était pas les cadres européens, mais comme on était en Ligue 2, forcément, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que, mais malgré tout, moi, tu vois, j'ai continué là-dessus. Je me rappelle à l'époque, mon père avait Eurosport, donc c'était sur Eurosport la Ligue 2, et j'avais suivi comme si c'était pareil la Ligue 1, aussi passionné. Bizarrement, j'avais un peu peur, tu vois, de perdre cette passion, mais non, c'était un virus. Et du coup, ça part pas, quoi. C'est comme ça. Bah oui. Oui, oui, tout à fait. Et Alors puis le on coup de était, masse, oui, et puis le ouais. coup de massue de l'année suivante. Alors je suis juste en train de vérifier quelque chose parce que cette année-là, je ne sais plus si cette année-là ou cette année d'après, on fait une demi-finale de Coupe de France aussi. En Oui, étant. oui, c'est possible. Oui, oui, je me rappelle, effectivement. Ben, juste, oui, je crois que c'est Dimeco qui en parle. Non, ouais, je crois que c'est Dimeco qui en parle. Ou non, Marc Libra. Marc Libra, il dit, ouais, qu'on perd, ouais, Justement, c'est au Parc des Princes qu'on perd. ah, faut parler quand même, d'accord. On perd 2-0 au Parc des Princes. Je me rappelle parfaitement de ce jour-là parce que je ne pouvais pas résultat, mais je sais qu'en tout cas, on avait vendu fièrement notre chance et en plus, on avait fait une belle campagne hein, quand même au niveau de la Coupe de France. Et tu vois, en plus, je vois qu'on avait battu Beauvais pour le clin d'œil en huitième de finale. Mais Et tu vois, j'ai un souvenir là où la première année donc de la Ligue 2, il me semble qu'on commence par 2 défaites d'affilée ou je crois que c'est 2 défaites. On commence très mal le championnat et après c'est parti. Enfin, on s'est mis un peu à la Ligue 2 et après on a survolé le championnat et on est remonté. Bon, pour tout supporter, il n'y avait pas de doute qu'on allait remonter, mais après le recul, tu te dis, on aurait pu y rester, quoi. Il y a c'est ça. d'autres clubs français, des grands clubs français qui sont restés longtemps et certains ont même disparu. Hein. Donc c'est vrai que c'était quand même, il y avait un gros danger quand même de voir Ouais. disparaître l'OM très bas, quoi. Donc Alors, voilà. je suis pas... Donc, le premier match de cette ère-là, tu as raison, on le perd. Mais il me semble que la deuxième campagne, parce qu'en plus, alors là, en parlant d'exode de joueurs, et évidemment, la deuxième campagne était bien plus difficile. Il me semble qu'on a eu du mal à s'adapter au championnat sur la deuxième saison qu'on Donc nous c'est la impose. deuxième Mais saison, enfin voilà, c'est tout se ça. mélange, Mais ça fait le. finalement, qui fait plus partie des années tapis, puisque Après il part. Effectivement, c'est la deuxième année qui part. Ouais. Alors, du coup, en fait, on a voulu faire une partie sur la politique et les conséquences pour Tapi et l'OM. Donc, parce que tout ça, on a bien compris, c'était lié. Hein. C'était que l'entrée en politique de Bernard Tapie a fait peur à pas mal de concurrents et du coup a précipité la chute de l'OM. Je fais peut-être donc un petit truc, un petit topo de tout ce qu'il a fait. Donc, député en 89, il accepte et se présente sous l'étiquette majorité présidentielle aux élections donc législatives de Marseille en 88. Et donc, il perd de 84 voix, mais l'élection est annulée en fait. Et du coup, il y a une nouvelle élection en 89. Et du coup, cette fois-ci, il gagne en fait avec 41% des voix au premier tour face à Guy Tessier, donc son adversaire, voilà. et 50% des voix, 50,9 des voix au second tour. D'ailleurs, c'est le Conseil constitutionnel qui annule cette élection pour un manquement à l'éthique. Justement, il y a des billets de vote en faveur de Bernard Tapie qui ont été retirés. Il y en a eu d'autres qui ont été amenés dans des valises. Enfin bref, il y a eu, d'ailleurs, ça a été reconnu hein, par les personnes en question, mais c'est une élection qui a été annulée à juste titre, justement pour fraude Oui, il y avait eu des caractérisée. fraudes, oui, des grosses fraudes. Tout à fait. Avec, excuse-moi, je me le permets aussi, cette scène qui est ubuesque, où Bernard Tapie arrive pour le JT, justement, il est persuadé d'avoir gagné. Et entre le Oui, moment on l'a vu, j'ai où vu il sort de l'image. la voiture et le moment où il se fait maquiller, on lui apprend que les voix qu'il avait avant, il ne les a plus et que, comme par hasard, elles se sont quasiment inversées.
Donc, bon, Ouais, il avait il est 32 voix d'avance et finalement, il a 84 de retard. Donc, c'est ça. ça a Et été donc, je ne sais prouvé pas que… si tu vois le moment où il s'exprime à ce sujet-là, puisqu'on lui donne la parole peu de temps après, il trouve le moyen de le prendre avec le sourire, hein. Donc, Hmm. j'ai revu ça il n'y a pas très longtemps, puisque bah, quand on a préparé l'émission, avec un très beau sujet qui a été fait sur un peu comme le livre que je t'avais conseillé, là, Qui veut la peau de Bernard Tapie. Ouais. Et c'est très bien illustré à ce moment-là. Oui, tout à fait, on le voit, je l'ai vu cette vidéo. Il sera, alors après, ça c'est assez long, il a été, après de nouveau été député et il sera déchu de son second mandat, en fait, le 5 septembre 96. Après, en politique, donc on en avait déjà parlé, le premier fait d'armes, c'est le débat face à Jean-Marie Le Pen en septembre 89 sur le thème de l'immigration en direct sur TF1. Donc en 89, il lance sa campagne, enfin sa carrière politique. En 92, il devient ministre de la Ville durant 8 mois sous la présidence donc, de François Mitterrand. Et là, il y a Laurent Tapie qui a déclaré, beaucoup plus tard évidemment, sur RMC, que ça a été l'erreur de sa vie en fait, d'être ministre. C'est là où du coup, ses opposants ont voulu l'atteindre, quoi. Oui. Bah, l'erreur de toute façon de sa vie, c'est d'avoir fait de la politique, tout simplement. Parce que même dès l'instant où il a commencé, on a tout de suite remarqué qu'il était, pas qu'il avait un don, mais qu'il était fait pour ça. Il était très à l'aise, quel que soit le public. Il aimait. Il y a une autre scène aussi au moment d'Adidas, parce qu'il est obligé à un moment de choisir entre les affaires et puis la Ouais. politique, parce qu'il ne sait plus comment ça va se passer à l'avenir. Il promet finalement aux salariés d'Adidas qu'il va rester uniquement dans les affaires, mais entre-temps, Mitterrand a besoin de lui justement pour essayer de faire battre Rocard, qui était son ennemi. Il le rappelle, donc finalement, il se retrouve dans une situation face aux salariés. Il arrive à s'en sortir avec une pirouette en expliquant que toutes les Alsaciennes sont belles en sortant. C'est encore tiré de ce que j'ai vu Ouais, récemment. j'ai vu le reportage, moi aussi. Il était très à l'aise. Et puis, lors de sa première élocution, effectivement, comme tu le dis, au Conseil des ministres, il a pris la parole pendant un petit moment. Et je ne sais plus qui faisait remarquer ça, mais il y a un des intervenants qui expliquait qu'il s'était fait beaucoup d'ennemis aussi ce jour-là. Donc, Ouais, c'était Kouchner qui était plutôt avec lui, quoi, mais effectivement, qui disait qu'il n'y avait pas les codes, quoi. C'était quelqu'un qui arrive, qui renverse la table, quoi, et donc voilà, et du coup, forcément, ça déplaît, c'est clair. Et il serait resté, comment dire, juste conseiller départemental, voilà, ça aurait pu, mais avec Tapi, c'était pas possible. Et donc, du coup, forcément, à Marseille, ben, les gens, les politiques là-bas avaient peur qu'il prenne la mairie, ce qui forcément, c'était un peu son intention aussi. Et au niveau national, ben voilà, député, donc déjà, forcément, il y en a qui perdent, et puis après plus haut, ministre et voire président de la République. Donc forcément, ça a aiguisé des appétits et fait peur à beaucoup de monde, quoi. Donc tout ça fait que donc pour continuer, donc comme tu disais effectivement qu'il ne pouvait plus être homme d'affaires et ministre en même temps. Donc il est appelé par Pierre Bérégovoy, donc il accepte donc de quitter les affaires et il démissionne de son poste de ministre le 23 mai 92 pour une sombre affaire qui en fait après il y aura eu un non-lieu en décembre 92 et donc il réintègre le gouvernement le même mois en fait, hein. Et par contre chez certains socialistes ça crée un certain malaise à qui reviennent et notamment par le député de Corrèze, un certain François Hollande, qui déclare la première fois c'est une erreur, la deuxième c'est une faute. En fait, les deux n'ont jamais pu s'entendre. Ça allait même au-delà. Après, quand François Hollande est devenu président de la République, ou comme par hasard, face à Adidas, qu'il avait gagné les 400 millions, du coup, hop, il y a eu de nouveau un procès pour qu'il y ait eu un arbitrage, quoi. Donc tout ça, exactement. c'est vraiment une Ouais. guerre qui n'est plus, qui est que politique, quoi. Alors, et du coup, il revient ministre, mais en mars 93, la gauche est balayée, donc du coup, par la droite, et donc forcément, il sort du gouvernement, puisque le gouvernement Balladur remplace celui de Pierre Bérégovoy. Donc, Exactement. ouais. Juste, Avec... je termine pour les… Vas-y, pardon, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, non, vas-y, excuse-moi, je pensais que Je tu avais termine terminé. juste ce qu'il a fait, après comme ça on expliquera la chute. Député européen en juin 94, où il réalise un bon score de 12% aux élections européennes sur la liste énergie radicale. Donc ce que tu disais effectivement que Mitterrand l'a poussé pour qu'il fasse opposition à Rocard, le pire ennemi de Mitterrand.
Donc ça a marché puisque Rocard a fait à peu près le même score, hein. Je crois que c'est 12,80% à peu près. Donc du coup, Rocard, il n'était plus crédible pour après en 95 se présenter au présidentiel. Donc Mitterrand avait bien réussi son coup. Conseiller général de Marseille en 94. Et donc après, en fait, il y avait les élections municipales de 95. Donc tout le monde voyait qu'il allait se présenter à la mairie de Marseille et avec de bonnes chances de l'emporter, quoi. Mais il n'a jamais pu se présenter en raison de poursuites judiciaires, puisque il y a le procès donc de VAOM qui se déroule en première instance en mars 95. Donc voilà, quelques mois, puisque c'est en mars, même pas, c'est au moment des élections. Et il est condamné le 15 mai 95, donc à 2 ans de prison, donc un ferme. Peine qui a été ramenée en appel en novembre 95 à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme et une inéligibilité de 3 ans. Donc, tout ça, pourquoi? Pour expliquer, pourquoi on dit tout ça, c'est qu'en fait, pour expliquer la chute de Bernard Tapie et de facto, forcément, de l'OM aussi, quoi. Les deux sont liés, quoi. C'est que, bon, à la limite, il y aurait eu que des affaires sportives, on va dire. Il n'y aurait pas eu de politique, l'OM n'aurait pas été condamné autant, on l'a vu, il y a eu d'autres exemples, et il n'aurait pas pris 8 mois de plus, même le juge Montgolfier, plus tard, l'a dit. Il a dit 8 mois, c'était démesuré pour une affaire sportive, quoi. Donc forcément, il y avait derrière les politiques qui appuyaient pour pas qu'ils puissent se présenter, notamment soit à la mairie de Marseille en 95 ou soit aux élections présidentielles de la même année, quoi. Oui, de toute façon, l'OM a trinqué dans cette histoire. Exactement. Évidemment, on est l'effet de la réussite de Bernard Tapie, tout simplement. Enfin, la chute de l'OM, c'est la conséquence de sa réussite. Il faisait tellement peur. Donc, le seul moyen comme tu le disais tout à l'heure, il aurait très bien pu aller jusqu'à la présidence, hein. Bon, évidemment, on ne le saura jamais. Mais à droite comme à gauche, on avait tellement peur de Bernard Tapie qu'à un moment, on s'est posé la question de savoir comment on allait le faire tomber. Et tout simplement, on l'a fait tomber en prenant l'OM. Donc voilà, le club a été pris en otage. Évidemment, comme tu le disais, Tapie a eu cette réflexion très juste qui disait que de toute façon, tant qu'il serait président de l'OM, toutes les décisions qui seraient prises en faveur du club seraient défavorables. Et on l'a vu et d'ailleurs on l'a bien senti, hein, puisque comme tu le disais aussi, cette fameuse année on nous laisse une nouvelle fois en Ligue 2. Enfin voilà, l'Olympique de Marseille c'était devenu un club qu'on voulait plus regarder et qu'on ne voulait plus regarder parce que son propriétaire, enfin son président était Bernard Tapie. Donc bon, c'est dommage. Finalement, on aura connu la grandeur. On se sera retrouvé sur le toit de l'Europe. Et finalement, on aura connu aussi une chute qui était quand même, enfin, dont on parle encore aujourd'hui. Beaucoup en parlent d'ailleurs sans savoir et sans connaître ce qui s'est passé, l'histoire qu'on raconte actuellement. Et d'ailleurs, on ne va pas dans les détails parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt le côté sportif dans l'émission qu'on fait. Mais voilà, difficile quand même, comme tu le dis, en plus, toujours avec des décisions qui arrivaient à un moment qui étaient toujours défavorables pour le club, quoi. Donc voilà, le procès de VAOM, bref, tu sais, on ne peut pas le certifier non plus, mais on sait très bien que les dés étaient pipés de toute façon. Donc à la fois sur les 8 mois dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, voilà, c'était couru d'avance. Il y avait, pour le coup, la justice ne l'était pas. Elle n'était pas juste. Ce qui était pas visé, c'était pas Bernès et Dely. Voilà, hein, c'était plus haut, forcément. On a commencé par Bernès et Dely, mais forcément, c'était le patron qui était visé. Ce qui est le plus injuste, en fait, c'est dans cette histoire, c'est surtout le fait de ne pas pouvoir disputer la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, qui n'avait absolument rien à voir avec le championnat. Même la Coupe d'Europe, à la limite. Mais voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas des faits. S'il y a des faits, c'est un championnat, c'est pas une Coupe d'Europe. Donc ça, c'est très juste, quoi. C'est très, très injuste. Et le fait après la première année d'avoir été rétrogradé, d'interdire de remonter, quoi. Ça, c'est voilà, ok, tu as été sanctionné très durement et tu remontes sur le terrain, donc sportivement. Et le fait effectivement d'interdire de pouvoir remonter. Ça, c'était quand même un peu abusé. Et clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le président de la DNCG qui était un adversaire politique et donc qui disait bon, il faut que Bernard Tapie parte. C'était clair, quoi.
Il y a Le Gret aussi. J'ai fait beaucoup de déplacements. Tous les derniers déplacements à Guingamp, je les ai fait en COP. Et les supporters de l'OM ont de la mémoire. On a toujours un petit message sympathique à Oui, lui faire passer à il y a un celui-là. petit truc, ouais, ça reste toujours à travers de la gorge, c'est clair. Exactement, parce que lui fait partie des protagonistes, pardon, qui nous ont envoyés au fond du trou. Hein. Donc voilà, on verra par la suite que paradoxalement, il faisait partie des personnes qui étaient enchantées du futur de retour de Bernard Tapie, enfin en tout cas en façade, évidemment. Mais je pense que pour tous supporters de l'OM qui se respectent, l'image de Noël Le Graët est à bannir. Après, Bref, ça allait mais très loin. politique, de toute façon politique, instance sportive, tout est mêlé finalement, jusqu'aux instances européennes également, parce que comme tu le disais de toute façon tout à l'heure, comment on arrive justement à lier tout ce monde-là? Parce que finalement, à chaque fois, donc, sont des instances différentes. Donc, on décide également de passer de la Champions League à l'UEFA. Enfin, il y avait quand même quelqu'un qui tirait les manettes là-dedans, qui arrivait à faire le lien entre les uns et les autres. Mais on a été sévèrement sanctionné. Enfin, voilà. Et je rappelle, pour l'équivalent de 30 000 euros, j'aimerais que les supporters du PSG qui regarderont cette émission se rappellent de l'escroquerie vivante et toujours d'actualité de leur club avec Nasser El-Khelaifi et curieusement, justement, les dossiers qui ont été très bien faits par Mediapart, qui ne sont plus à l'ordre du jour. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à remettre la main dessus, parce que c'était bien fait. Évidemment, bon, ça n'a pas été jugé, donc on va leur laisser le bénéfice de la présomption d'innocence. Mais personne n'est dupe. Et donc, on parle de millions d'euros et non pas de 30 000 euros. Ouais, Voilà. puis il y a eu d'autres histoires, notamment le PSG Bordeaux qui donne le titre à Bordeaux, alors qu'on voit très bien que Paris laisse passer le but exprès pour que Paris-Marseille ne soit pas champion. Donc il y a eu d'autres exemples. Donc voilà. Les passeports, etc. Il y en a eu des histoires. Il y en a eu d'autres. Donc bien après, bien sûr. Donc le retour, donc Tapie. Donc il y a eu une première période du coup de 86 à 94, donc 8 ans. 8 ans formidables quand même. Hein. Et du coup, Bernard Tapie interdit de pouvoir revenir dans le football. Hein. Même en tant que directeur sportif, rappelé par Robert Louis Dreyfus. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi à l'époque, il y avait une émission que Bernard Tapie diffusait sur une chaîne de la TNT, je crois, je ne me rappelle plus trop laquelle, où il intervenait et il faisait des interviews de personnalités, quoi. Et tout est parti un petit peu de là, où il serait intéressé, enfin, il serait toujours intéressé évidemment à l'OM, évidemment, mais il serait intéressé un peu plus vraiment à la gestion. Et il avait invité Robert Louis Dreyfus à son émission, et c'est sûrement parti de là, où toujours pareil sur la cantonade, il lui a dit bon, mais moi j'aimerais bien peut-être revenir au club, et donc Robert Louis Dreyfus l'a fait, quoi. Alors, du coup, tu vas nous parler un petit peu de cette partie, de ce retour de l'OM, de Bernard Tapie à l'OM, quoi. Bah écoute, oui, Robert Dreyfus l'a fait, j'ai envie de dire, un peu contraint et forcé. Évidemment, la situation sportive est critique à ce moment-là. Le début des années 2000 est catastrophique sportivement et financièrement, parce que on ne peut pas dire que Robert Louis Dreyfus n'ait pas investi son argent au sein du club. Et donc le spectre de Bernard Tapie plane dans les virages. Le nom de Bernard Tapie est scandé par les différents virages. J'étais moi à la fac à ce moment-là, on en parlait dans les journaux comme L'Équipe. Bref, comme tu le disais, Bernard Tapie était dans tous les esprits. Et donc, la situation sportive, de toute façon, était tellement lamentable que la seule chose qui pouvait ramener le calme et la sérénité dans les tribunes, c'est de faire revenir Bernard Tapie. Donc, je le disais, Robert Louis Dreyfus n'a pas eu le choix. Et vous en avez rêvé à ce moment-là, le 3 avril 2001. Les différentes rédactions de presse, justement, entrent en ébullition. Le retour de Bernard Tapie, qui était réclamé depuis des mois, est acté, et par un communiqué de presse de Robert Louis Dreyfus, justement, qui était actionnaire principal de l'époque. Alors la situation, elle est critique parce qu'on est sauvé à la différence de but l'année précédente lors de la dernière journée. Alors il me semble que cette année, c'est Nancy qui descend. On doit faire 2 partout avec, tu sais, ce fameux multiplex sur Canal+. Alors de mémoire, on doit faire 2 partout à Sedan, avec un but de Papus Camara à l'époque. Donc, il y a même un moment pendant le match où on est rétrogradé. Je ne me rappelais pas. Je pensais qu'on était rétrogradé avant, qu'on était maintenu avant. Mais...
Non, 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 non. Il y a un moment où j'ai bien le souvenir que avec le classement fictif, justement, quand on est mené 2-1, il y a une période où on est, je te dis, on est derrière Nancy et on est rétrogradé à ce moment-là. Donc bon, heureusement que on a réussi à à aller faire ce résultat de partout. Le maire de l'époque, d'ailleurs, soulignait très bien, l'OM ne va pas bien depuis 2 saisons. Un électrochoc était aujourd'hui indispensable. Donc l'ensemble de la communauté olympienne est unanime. Bernard Tapie peut et doit mener l'Olympique sur des succès plus en adéquation avec l'attente des supporters. Ça résume parfaitement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a une telle attente auprès des supporters que même les politiques, et Jean-Claude Gaudin, qui n'était pas un ami politique de Bernard Tapie, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des Moi, j'en échanges. plaisir. Hein. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, Tapie est très fort puisqu'il arrive à pousser justement ses pires ennemis, en tout cas à faire passer le message qu'effectivement l'électrochoc Tapie est indispensable. Et je pense que c'était vrai, puisqu'il a réussi à ramener une certaine paix sociale dans les virages. Et puis alors, Il vient en tant que bénévole, je ne sais pas si tu allais le dire, un dirigeant bénévole. Justement, en fait, tu fais bien de le préciser. En fait, ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est que Bernard Tapie, il est contraint par une interdiction de gérer qui a été prononcée à son encontre et qui court à ce moment-là jusqu'en juin 2003. Donc en fait, il rentre comme actionnaire associé non salarié. Et il espère pouvoir avoir justement un pourcentage en fait dans les actions du club. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Donc on était bien 14e du dernier exercice. Donc pour tout le monde, de toute façon, il y a que le retour de Bernard Tapie. Alors, est-ce que le retour de Bernard Tapie, finalement, à ce moment-là, est espéré par les supporters pour qu'on retrouve notre grandeur ou pour qu'on retrouve plutôt justement des résultats peut-être moins bons que ceux qu'on avait eu le plaisir de connaître avant. Mais voilà, je pense que le deal, c'était qu'on puisse faire revenir Bernard Tapie et qu'on puisse acheter cette paix sociale parce que c'est un peu. Vas-y, juste, ça me fait penser un petit peu à la période actuelle où qu'est-ce qui pourrait en fait redonner du baume au cœur des supporters. On est au lendemain d'une défaite en Ligue des Champions, la première face à Olympiakos. Ça serait une vente au OM. Enfin, tu vois, il y a un peu que Exactement. ça. Donc là, c'est un peu pareil. En fait, à l'époque, c'était pas une vente, mais c'était que Tapie revienne, quoi. C'est exactement ça. Et donc, il a fallu par contre lui trouver une place parce que, comme on le disait tout à l'heure, il avait toujours cette interdiction. Donc, il arrive finalement un peu comme directeur sportif. Donc, il va falloir qu'il prenne le pouvoir, justement, qu'il prenne la considération de l'effectif. Et il annonce justement directement, il fait un retour fracassant dans un communiqué plein d'humilité, dans lequel il soulignera d'ailleurs accepter avec beaucoup d'émotion la tâche qui lui est confiée et être conscient de l'attente de tous ceux qui aiment l'OM. Voilà, donc il arrive, on avait fait au début l'état de son arrivée à l'Olympique de Marseille où il expliquait justement, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va gagner, mais on gagnera. Là, on voit que son retour quand même est plus mesuré. C'est qu'il arrive, il est conscient de la tâche qui l'attend. Puis il n'a pas les cordons de la bourse, c'est pas lui qui donne l'échec. Donc c'est quand même un peu différent. Quand tu es un président délégué et quand tu es actionnaire, tu n'as pas le même poids, quoi. Évidemment. Donc là, on pourra faire des conclusions tout à l'heure sur le retour de Bernard Tapie. Finalement, est-ce qu'il aura été bénéfique? Qu'est-ce qu'on aura réussi à ce moment-là et où est-ce qu'on aura échoué? Mais le fait de ne pas avoir le portefeuille était un handicap considérable pour lui. Donc, il est important aussi de rappeler que Robert Louis Dreyfus, il s'est longtemps opposé à l'hypothèse de revoir revenir celui que j'appelle le plus grand président que le football français ait connu. Donc évidemment, le retour de Tapie, il n'est pas réclamé depuis 3 semaines. Hein. Il est réclamé depuis des mois et des mois. Et le nom de Bernard Tapie est revenu dans le bureau de Robert Louis Dreyfus plusieurs fois avant qu'il daigne accepter de le reprendre. Donc, il n'est d'ailleurs pas le seul à ce moment-là à revenir sur ses positions. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Noël Le Graët, il y avait le président Gérard Bourgoin aussi, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, les anciennes gloires de l'OM. Tout le monde se félicite de ce retour clinquant. Mais les espoirs en fait qui sont placés entre les mains de Bernard Tapie cachent quand même une situation financière plus compliquée, une signature sportive qui ne l'est pas moins. Et l'OM est vraiment au bord de l'explosion. En fait, ce qu'on attend, c'est un miracle à ce moment-là. C'est ça. Et puis en plus, Robert Louis Dreyfus, il a beaucoup de qualités, mais je pense que dans son défaut qu'il a, c'est qu'il a toujours délégué en fait. Il n'a jamais pris
les crises de face, quoi. Il a toujours laissé pourrir les choses et il aimait bien aussi mettre, tu vas en parler après, j'imagine, des duos administratifs, des personnes qui pouvaient pas se voir, quoi. Et donc ça, il a toujours aimé laisser la crise s'installer et clairement avoir des personnes diffusibles, quoi. C'est que du coup, en mettant Bernard Tapie, lui, il était couvert, on n'allait plus taper sur l'actionnaire. Et voilà, lui, il était tranquille, il laissait faire Tapie en étant quasiment sûr qu'il allait se planter vu la situation financière. Et du coup, lui, on ne pouvait plus le toucher, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'il a fait, quoi. Ouais, j'aurais un mot tout à l'heure assez dur à l'encontre de Bernard Tapie, justement, émanant de Robert Louis Dreyfus sur ce fameux retour. J'en dirai quelques mots à la fin de ce chapitre. Donc, comme tu le disais, il y avait donc on retrouve les guerres de clans au niveau de l'Olympique. Et en fait, finalement, la seule chose que demandent les supporters à Bernard Tapie, c'est qu'il fasse en sorte qu'on retrouve notre honneur. Les mots sont forts, mais ils sont choisis à cette époque-là, parce que c'est totalement ça. On parlait de l'époque qu'on a vécue en Ligue 2 en 94, donc là on est en 2001. À cette époque-là, donc moi j'ai 19 ans, donc à ce moment, c'est compliqué d'être supporter enfin c'est compliqué non, parce que l'OM reste l'OM, mais quand tu suis l'OM, moi je faisais les déplacements, j'étais dans le Nord, tu vas à Lille, tu vas à Lens. Très très compliqué quand des clubs de second rang à chaque fois. Et donc les victoires étaient difficiles à obtenir. Administrativement, comme tu le disais, il y avait toujours des guerres de clans. Enfin bref, c'était le cirque total. Donc, oui, là c'était quand même très 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 mal géré, c'est clair. Exactement. Alors j'ai quelques réactions justement au retour de Bernard Tapie. Tu vois, Jean-Claude Gaudin disait c'est un choix intéressant pour le football et pour l'OM. Donc, un électrochoc est indispensable. Je souhaite que la venue de Bernard Tapie permette au club de renouer avec le succès. Donc, Renaud Muselier, lui, paradoxalement, avait déclaré ne pas vouloir faire de commentaires. Alors oui, là, juste Renaud Muselier, on a vu dans un autre reportage récemment que c'était un très très gros adversaire de Bernard Tapie et qui se félicitait pas quand il était arrivé en politique à Marseille. Ouais. Donc, pas étonnant d'avoir cette déclaration. Exactement. Par contre, Roland Courbis, c'était la seule solution, la dernière chance pour l'OM, et je salue le courage de Bernard. C'est une légende qui revient, celle du gars qui gagne à chaque fois. Voilà. Donc, on a Noël Le Graët aussi qui disait il a purgé sa peine, il sait ce qu'il ne faut pas faire, on peut lui accorder du crédit. Donc, quand on connaît Noël Le Graët, on peut rire jaune de cette déclaration. En tout cas, le boss est là, il est bien là, il est de retour. Et évidemment, à ce moment-là, on n'attend plus qu'une chose. Alors, Romain, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait en fait? La première chose qu'il fait, déjà, c'est faire un état des lieux. Quand il arrive, il y a 39 joueurs sous contrat. 39, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça fait à l'heure actuelle. Et en plus, on est au bord du gouffre financièrement. Et Robert Louis Dreyfus ne promet pas une enveloppe financière extensive. Donc, c'est pour ça qu'il mesurait la difficulté qui l'attendait. On voit tout de suite Robert Louis Dreyfus qui veut, à partir de maintenant, c'est maîtriser sa grille salariale. Donc, il dit que les gros salaires, c'est terminé. Il y en a eu quelques-uns qui ont succédé à la période de Deschamps. Évidemment, on sait tous que, comme tu le disais, il y avait quand même des choses qui se passaient et qui permettaient à certains d'avoir des gros transferts avec des sommes. Toujours eu des histoires. Voilà, des salaires qui étaient pas importants. Mais finalement, Robert Louis Dreyfus, à un moment, il a voulu reprendre un peu les rênes de tout ça et gérer un petit peu plus. De toute façon, on l'a bien vu parce que quand il est arrivé, on voit aller chercher Fabrizio, Pires, etc. Sur cette période-là, ça se calme mais sévèrement. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les recrues, c'est pas le top. Je les ai sous les yeux, là, mais vas-y, dis-les. Non, mais vas-y, je t'en prie, justement. Alors après, je ne sais pas quelle année, si c'est les 2 années ou pas. Rougneux, Dos Santos, Sébastien Pérez, Franck Leboeuf, Bruno Ngotti, Joseph Yobo, Van Buten, Jurietti, Delphine, Mdani, Dalma, Roule, Ibrahimba, André Luis, Belmadi, j'ai déjà dit. Ouais. Donc là, en fait, là, tu cites par contre une partie des joueurs qui reviennent avec Bernard Tapie. Et là, on pouvait se féliciter d'avoir ces joueurs-là. Les joueurs qui précédaient avant étaient encore d'un niveau. Ah, d'accord.
moins acceptable, je dirais. Donc, le discours de l'entraîneur, en plus, qui était Javier Clemente à l'époque, l'éphémère Javier Clemente, il semblait pas du tout rassurer l'effectif qui était modelé par l'ancienne direction sportive. Pardon. Et donc, son sort, il est bel et bien scellé avec le retour du boss à ce moment-là. Et finalement, donc, on a le retour de Tomislav Ivić, transfert du Standard de Liège, on en a déjà parlé. Donc Tomislav Ivić, finalement, dans l'histoire de l'OM et de Bernard Tapie, a quand même une part importante. Oui. Et RLD, de mémoire, était propriétaire également du Standard à l'époque. Standard de Liège, oui, il y avait une passerelle entre les deux clubs. C'est ça. C'est pour ça que Van Buiten, d'ailleurs, est venu, parce qu'il était, exactement. Il était dans ce club. Ouais. Et Van Buiten et Rougnier. Il me semble que Rougnier vient du Standard également. Oui, c'est vrai. Donc voilà, mission réussie pour Ivić qui arrive finalement à maintenir le club. Et donc la tâche était difficile. Prennent 5 points sur 10 pour éviter la relégation. C'est ça. Donc je rappelle juste que l'année d'avant, on était déjà dans une situation où on a failli descendre. Et donc cette année-là, puisqu'il arrive en avril, Bernard Tapie, la situation est aussi compliquée. Hein. Donc la seule chose qu'on lui demandait, c'était de sauver le club de la relégation. Il arrive à 4 journées de la fin, donc, et le club est relégable à l'époque, donc c'est vrai que ça commençait à chauffer, quoi. Exactement. Donc on a eu avant Abel Braga aussi comme entraîneur. Ça c'était avant Bernard Tapie avec l'équipe avec Georges Weah, etc. Donc ça fonctionnait pas non plus. Donc bon, par contre le juillet 2001, ça sonne vraiment le glas de l'effectif qui était en place, et donc on a un nombre de transferts. Qu'est-ce qu'il a fait justement à l'intersaison? Vas-y, ouais. Et ben justement, donc il explique qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Et évidemment, il joint la parole aux actes, enfin les actes aux paroles, pardon. Et donc il reste qu'une petite dizaine de joueurs sur les 39 qui étaient sous contrat, quasiment. Oui, donc des rescapés parmi lesquels Camara, Mdani, Meite, Jérôme Leroy, Dos Santos, Bakayoko. Et donc, finalement, 39 joueurs sous contrat, une petite dizaine de rescapés. Et il y a un nouvel effectif qui prend forme avec pas moins de 30 nouveaux visages au rayon des arrivées. Alors, quand je dis nouveaux visages, je cumule les quelques joueurs du centre de formation qui arrivent et les nombreux transferts qui vont se faire. Donc, il y a eu quand même quelques belles réussites qu'on a notées, dont tu as déjà parlé. Il y a eu Rougnier, Van Buiten, donc Leboeuf, Yobo. Alors, il y a eu le fameux André Luis Moreira aussi, qui était le joueur essentiel. Il a été bon, et après il est parti à Paris, puis après il s'est éteint, quoi. C'est vrai qu'il a fait une belle année à Marseille. Hein. Ouais. Il était considéré c'était le joueur essentiel et le plus considéré par Bernard Tapie. Et en plus, il y a eu, pour le faire arriver, il y a eu le fameux épisode de l'affaire Alain Scoro, avec un prêt éphémère aux Servettes de Genève, parce qu'il fallait libérer une place d'intercommunautaire, justement. Ouais. Donc voilà, c'était je reviendrai pas sur les anecdotes du départ de ce joueur qui après à l'époque peut-être on pensait que c'était un bon joueur, mais peut-être avec le recul, bon, c'est parce qu'on n'avait pas grand chose à côté, quoi. C'était pas non plus un cador tu vois, extraordinaire, quoi. Ouais. Mais on était content de l'avoir quand même, hein. Oui. André Luis, alors je sais plus ce que c'est son rendement, mais je sais qu'il était quand même élégant, il avait un bon pied gauche. Bon, après il y a eu Salomon Olembe. Alors tu vois, c'est marrant parce que finalement j'empile les deux joueurs. L'un, Olembe, vient après André Luis qui est le choix de Bernard Tapie principalement, et Olembe finalement qui sera le choix de Robert Louis Dreyfus au détriment d'André Luis, parce que l'année d'après la question se pose de savoir lequel on va garder. Évidemment, on était tous favorables, même si Salomon Olembe n'était pas un mauvais joueur, pour garder André Luis. Et il y a eu une interview de Robert Louis Dreyfus dans laquelle il explique, que ça devait être sur Téléfoot, en tout cas sur TF1, que pour lui, l'avenir était représenté par Salomon Olembe. On a eu, au rang des réussites, un joueur qui évoluait avec des chaussures blanches aussi, que moi, personnellement, j'ai adoré sur les 6 mois qu'il a fait à l'OM. C'est Alfonso, qui était transfuge du FC Barcelone. Donc, qui a dû mettre la bagatelle de 7 ou 8 buts justement sur la deuxième partie de saison, mais qui était quand même un très bon joueur. Et c'est là où, si tu veux, je rejoins un peu
ce qu'on a pu entendre de personnalités, comme je fais un parallèle, mais c'est un peu la situation qui m'y oblige. On a tous eu cette interview dans le Méta qui expliquait quand tu avais certaines personnalités à la tête du club, tu pouvais faire venir des joueurs en prêt du Real de Madrid parce que tu connaissais Zidane, parce que tu connais un autre. Et là, finalement, tu vois que l'arrivée de Bernard Tapie, c'est un peu justement le parallèle de ce que vient de dire Olmeta. Tu vois, donc on arrive quand même à avoir Alfonso, Olembe, enfin Joseph Yobo, lui, n'était pas connu, mais tu fais revenir Franck Leboeuf. Mais c'est clair, quand tu as des réseaux, Tapie avait des réseaux, même si il y avait un petit laps de temps qui s'est passé, mais tu as des réseaux avec d'autres clubs, tu as déjà fait les transferts, tu connais des agents, donc forcément, c'est facilité. On le voit quand tu es actuellement, si tu es proche de Mendes, Georges Mendes ou d'autres grands agents, mais c'est plus facile. Donc forcément, c'est pour ça que tu peux attirer des grands joueurs comme ça, quoi. Exactement. Alors à l'époque, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, lui, Bernard Tapie confirme ce qu'il avait mentionné en arrivant, c'est-à-dire que les départs seront nombreux. Force est constaté qu'il a tenu parole. À ce moment-là, il y a aussi le spectre de Laurent Blanc qui plane, donc, qui est considéré justement comme le meneur ou comme le taulier dont a besoin le club. Et donc c'est Bernard Tapie qui le juge de cette manière-là. Malheureusement, Laurent Blanc, enfin malheureusement pour nous, il préférera continuer à Manchester United cette année-là, où il terminera champion d'Angleterre justement. Mais là, c'était vraiment la priorité, c'était de faire revenir le président, puisqu'on avait déjà eu le plaisir de l'avoir sous nos couleurs. Et ça ne s'est pas fait, un peu comme un autre joueur dont je vais parler après. Bon. Il y a certaines personnes, donc il y a certains dossiers qu'on est obligé d'évoquer. Il y a eu le dossier Pascal Nouma, donc on a eu le dossier Valentin Rongier, mais il y a quelques temps, il y a eu le dossier Pascal Nouma, donc avec une histoire de contrat qui n'avait pas été homologué finalement. Je crois qu'il n'avait pas pu jouer les 6 premiers mois parce que le contrat aurait dû arriver avant le 31 août, et puis finalement il avait été signé quelques minutes après. Donc la commission juridique n'accepte pas le contrat et voilà, il sera requalifié en joker. Enfin bref, depuis tout à l'heure, des anecdotes, il y en a en tout cas. L'actualité est riche et d'ailleurs, selon les dires, c'est ce qui empêchera aussi l'arrivée du Djorkaeff, parce que la volonté du club était de le faire venir. Alors, il devait être à Kaiserslautern de mémoire à l'époque. Le club allemand, je tiens à le préciser, par contre, n'a jamais vraiment voulu préciser ses faits. Je crois qu'ils ont même dit qu'ils n'avaient pas forcément eu d'offre de la part de l'OM. Mais ce qu'attendait justement l'OM, c'était de pouvoir recruter Djorkaeff en joker. Et ça n'a pas pu être le cas avec cette fameuse histoire de Pascal Nouma. Donc, Tapie dit à ce moment-là, je le veux, et lui veut venir. Donc, malheureusement, ce genre de dossier, en fait, va continuer d'accentuer les désaccords de la guerre des clans, puisqu'il y a un gros désaccord entre Bernard Tapie et Dubiton. Dubiton, le directeur financier de l'époque. C'est ça, puisqu'en fait, le problème à ce moment-là est administratif. Et donc, beaucoup se sont demandé si ça n'avait pas été volontaire, justement, de la part de Dubiton pour essayer d'évincer Bernard Tapie ou de lui faire porter une certaine responsabilité. Bon, de toute façon, lui, ce dernier, je pense que Dubiton, personne n'en garde un très bon souvenir. Bon vent à lui, il est évincé du club en septembre 2001. Pour le bien de tous, Bernard Tapie donc arrive à sauver sa place et à convaincre Robert-Louis Dreyfus de ne plus avoir cette espèce d'antagonisme entre des personnes qui ne pouvaient pas se voir. C'est une lutte très violente quand même entre les deux. Ah oui, je crois je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils en sont même venus aux mains. D'accord. Bernard Tapie et Dubiton. Alors, je pense que l'épisode que tout le monde attend que je cite, et toi aussi, tu dois te demander à quel moment je vais en parler, c'est notre épisode de Mario Balotelliano d'il y a quelques années. On a eu Balotelli. Exact. Je l'avais oublié celui-là, mais c'est vrai que oui, voilà. Tu en parles. C'est ça. Donc, le 14 juillet 2001, l'équipe annonce l'arrivée de Mario Jardel, lui que les supporters olympiens attendent encore aujourd'hui. Il était à la commanderie, il était quand même, il était déjà au centre Robert Dreyfus. C'était pas que du vent, quoi. Il était vraiment là pour signer, quoi. Alors, je sais plus, j'ai plus la mémoire pour te dire ce qui s'est passé, mais il a eu cette déclaration
Jardel, qui consiste à dire: je regrette beaucoup, sincèrement, j'aurais beaucoup aimé jouer en France, à Marseille. À l'époque, je disputais la Copa América avec la Seleção et je n'avais pas pu signer le contrat. Il y a eu quelques problèmes avec certains agents. Voilà ce qu'il a déclaré après. Oui, c'est possible. Il y a toujours, de toute façon, des agents qui essaient de faire monter les enchères pour gagner quelques euros à la fin, quoi. Ah oui. Bon, alors À là, l'époque c'est des sûr francs. que c'est vrai, effectivement. Donc, j'ai parlé surtout du niveau des transferts, de la restructuration de l'équipe, mais il y a aussi une réorganisation du staff technique à ce moment-là. Donc, Bernard Tapie démet de ses fonctions Tomislav Ivic, qui était en poste depuis avril, justement, du fait notamment de sa fatigue physique. Donc, il remplace néanmoins plus tard le duo composé de Joseph Skoblar et Marc Lévy. Alors ça, ce sont des noms, évidemment pas pour Skoblar, mais dans le cadre de cet intérim que j'avais totalement oublié, le 31 août 2001. Donc, ces derniers ayant déjà succédé à José Anigo, en poste depuis le 25 juillet 2001. Donc, on a Ivic, Anigo, le duo, donc justement après composé de Skoblar et de Marc Lévy. Et donc, il y a une anecdote qui est assez rigolote de Franck Leboeuf qu'il a eue sur RMC Sport. Donc, on lui posait une question sur sa relation avec Tomislav Ivic. Et donc, il répond: quand j'ai signé à Marseille et que je l'ai rencontré, il m'a dit: c'est un honneur de travailler avec toi. Une fois l'entraînement terminé, il m'a dit: ça a été un honneur de travailler avec toi, je suis viré. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Donc, c'est impressionnant. oui. Ouais, donc, après, Tomislav Ivic, lui, il s'éloigne définitivement des terrains le 29 novembre 2001 du fait de problèmes de santé récurrents. Alors, il avait toujours son adjoint, mais je pense qu'on peut le créditer au rang des... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut quand même le mettre au rang des réussites des choix de Bernard Tapie. Donc, il arrive à maintenir le club. Oui, après, bon, je pense qu'effectivement, comme il le connaissait, il avait déjà appris avant. Il savait comment il fonctionnait. Il savait, bon, c'était, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un entraîneur offensif, mais après, c'est un entraîneur très rigoureux. Donc, pour sauver un club de la descente, c'était peut-être judicieux et ça va plus vite. Quand tu connais une personne qui, en plus, connaît le club, bon, mais il n'y a pas de délai avant qu'il s'intègre bien au club, quoi. Donc, c'était pour aller plus vite, je pense. Tout à fait. Donc, il a un bilan général de 8 victoires, 10 nuls et 4 défaites, pour un retour en plus qui est quand même tronqué par les problèmes de santé à ce moment-là. Donc, effectivement, comme tu le disais, il avait déjà été débarqué une première fois en 91, justement, pour son jeu qui avait déjà été jugé trop défensif. Et finalement, c'est ce qui nous a sauvés quelques années après. Donc, pour le remplacer, encore un nom que j'avais oublié, Zoran Vujovic, 30 novembre 2001, puis Albert Raymond le 10 décembre 2001, assureront la continuité. C'est vraiment la valse des entraîneurs. Hein. Donc, on a la valse des transferts, des arrivées, des départs. C'est la même chose pour les entraîneurs. Hein. Donc, concernant le staff, Bernard Tapie, à cette époque-là, il s'appuie principalement sur son homme de confiance qui était, comment s'appelle-t-il, sur différents hommes de confiance, pardon. Il y avait aussi le préparateur physique qui était plus connu pour être un athlète, justement, qui était Jean-Charles Troisballes. Tu te rappelles certainement. Ah oui, exact. Oui. Donc, il assurait plusieurs fonctions. Il était bien seul à ce moment-là. Et il y avait aussi l'intendant Louis Desouza, d'ailleurs, que j'ai vu dans le reportage, qui était très proche du boss et qui sera remercié, lui, justement, après l'éviction, entre guillemets, de Bernard Tapie, justement, pour la relation assez fusionnelle qu'il avait avec le boss. Mais du coup, il y avait pas de président. Il y avait que l'actionnaire au-dessus ou il y avait un président? Ça, je me rappelle plus trop. Comment ça se passait? Il n'y avait pas de président à ce moment-là, justement. Pas de président. Il y avait que l'actionnaire. Non. Donc, non, puisque le président, oui, c'était Tapie. Il était président délégué et directeur sportif. Quoi. Il faisait les deux, en gros. C'est ça. Donc, il avait quelques hommes de confiance. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que Fratani était déjà faisait partie des hommes de son retour à ce moment-là. Mais non, il n'y a pas de président, justement. Et c'est justement ce qui va sonner le glas du retour de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille. C'est que le 24 avril 2002, il y a Christophe Boucher qui est fraîchement nommé président de l'Olympique de Marseille devant la presse.
Et il explique justement que Bernard Tapie ne jouera plus aucun rôle à l'OM la saison suivante, si ce n'est celui de conseiller sur le recrutement. Donc à partir de ce moment-là, la chasse des féroces fidèles de Bernard Tapie est ouverte. Comme je te le disais, Luis Souza est démis de ses fonctions. De quoi ça vient tout ça, d'après toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que on l'écarte petit à petit en fait? Bah, après, si tu veux, même si le Bernard Tapie, à ce moment-là, on est peut-être content de son retour, mais il y a toujours des guerres d'influence. Même si Louis Vuitton n'est pas là, on sait très bien que de toute façon, Robert Louis Dreyfus, ça ne l'enchantait pas forcément d'avoir fait revenir Bernard Tapie. Et pourquoi il fait revenir Bernard Tapie, justement? Il fait revenir, donc c'est Franck Leboeuf qui lui pose cette question-là. Il lui dit, mais pourquoi vous avez voulu faire revenir Bernard Tapie? Et donc, lui explique qu'il a recruté, donc il avoue à Franck Leboeuf avoir recruté Bernard Tapie pour tuer le mythe. Oui, donc, il lui dit que de toute façon, c'était très bien. Soit Tapie réussit, on est champion, soit Tapie revient et ça ne fonctionne pas, et il a tué le mythe. En fait, c'est ce qu'il cherchait principalement. Ouais, donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, que lui, en fait, il avait tout à y gagner, Robert Le Dreyfus. Alors, c'est assez machiavélique, hein, on ne le voit pas forcément comme ça, mais il en a fait quand même des belles comme ça. Hein. Exactement. Donc, ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas d'enveloppe financière. Enfin voilà, les dés étaient pipés. Encore une fois, le problème de Bernard Tapie, surtout quand il a entre la politique et l'OM, c'est que les dés étaient souvent pipés. Et là, il l'était clairement. Donc, oui, là, il n'avait pas de marge de manœuvre. Donc, on finit apparemment 15e, premier non relégable dans un championnat à 18 clubs. Hein. C'est ça. Donc voilà, et après, Bernard Tapie sera la saison suivante. C'est ça, oui, on finit 15e, ça c'est lors de l'année d'avant, pardon. Ouais. L'année d'avant, parce que là, quand Bernard Tapie s'en va, on a une modeste 9e place. Donc, bon, c'est là où on voit que malgré quelques coups d'éclat, Bernard Tapie, il est muselé et il le constate à ses dépens de toute façon qu'investir avec un chéquier qui n'est pas le sien est très très compliqué. Ouais, j'ai noté aussi qu'il disait que le comportement des joueurs en général avait changé, avait beaucoup changé. Donc c'était compliqué peut-être à avoir le même management qu'à l'époque, quoi. Bah oui, et puis de toute façon, là, ce qui était compliqué aussi, c'est que t'avais les proches de Tapie et ceux qui l'étaient moins. D'après ce que j'ai compris, Franck Leboeuf ne l'était pas forcément, mais tu t'aperçois que l'effectif était aussi tiré entre deux clans, encore une fois. Les pros et les anti, quoi. Exactement. Donc voilà, et tu me parlais du président tout à l'heure, finalement. Donc on en nomme un, l'arrivée de Christophe Boucher, qui scelle définitivement l'avenir de Bernard Tapie. Alors toi, tu t'en penses quoi un petit peu justement du retour de Bernard Tapie au vu des événements à ce moment-là? Tu penses qu'il est plutôt réussi? Tu penses que de toute façon, le but de réussir n'était pas la priorité? C'est quoi ton avis à ce niveau-là? Alors, au moment, si tu veux, j'étais comme tout le monde. Effectivement, je voulais le retour de Bernard Tapie. C'était vraiment quelque chose que j'espérais. Alors, évidemment, c'était la nostalgie, quoi, de l'époque dorée. Et après, j'avoue que j'ai pas un gros souvenir de cette époque-là et que j'avoue que, en étant honnête, j'avoue que c'était pas une réussite, quoi. Ça n'a pas été une grosse réussite, son passage. Et que finalement, tu vois, bon, on en parle forcément, je le sais, je connais l'histoire, mais pour moi, Bernard Tapie, c'est la première période, quoi. C'est pas la deuxième période, quoi. Pour moi, ça a arrêté en 94, quoi. Alors évidemment, comme je te disais tout à l'heure, j'espérais son retour, mais j'avoue que c'était une grosse attente quand il est revenu, mais on était un peu dans le déni, quoi. On savait que c'était pas possible, quoi. Et que finalement, quand il est parti, bon, ça n'a pas été, comment dire, émotionnellement, ça n'a pas été aussi fort et aussi pénible qu'en 94, quoi. Oui, bien sûr. C'est dur à dire comme ça, mais c'est un peu le cas, quoi. C'est que le départ est très bizarre, hein. Le nouveau départ de cette, bon, parce que la première fois, de toute façon, il s'en va parce qu'il a clairement pas le choix. Mais là, finalement, on l'aide à prendre un petit peu ses distances. Et puis à ce moment-là, Bernard Tapie il fait une pièce de théâtre, il a le cinéma. Là. Enfin voilà, il est passé à autre chose. Donc il s'éloigne petit à petit, j'ai envie de dire. Le souvenir que j'ai, si tu veux, c'est que c'est pas brutal en fait aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a digéré différemment. Peut-être. Et je pense que même lui, tu vois, il voulait revenir parce que forcément, il voyait que le club était dans la nasse. Donc forcément, comme il l'avait mené aussi haut, ça lui faisait mal au cœur de voir ça. Mais
quelque part, je ne sais pas s'il était vraiment investi à fond, enfin peut-être investi évidemment, mais émotionnellement, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il était quand même pas complètement à fond, quoi, et que quelque part, bon, il a essayé, il a vu que c'était plus possible, donc peut-être que même lui aussi, il était moins déçu de partir aussi, quoi. Enfin, ça, il faudrait voir avec sa famille pour voir, mais ouais, Bah, je sais oui, pas. et puis... Non, vas-y, excuse-moi. Non, j'ai pas l'impression que même lui, tu vois, ça serait maintenant. Bah, évidemment, il sait il est revenu, mais un peu comme ce que je disais, quoi. Je pense qu'il est dans le même état d'esprit que comme j'étais, quoi. Son passage à l'OM, c'est 86, 94. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est sûr que pour l'image, enfin, le retour de Tapie pour tout le monde, moi, je te dis, à cette époque-là, l'image que j'ai de Bernard Tapie, c'est quand il s'assoit, justement, et puis que le stade commence à scander son nom, Tapie, Tapie, donc il se lève avec une fierté, donc tu vois qu'il est heureux, tu sens qu'il a sa place. Ah ouais. Mais moi, mes conclusions de tout ça, pour m'être replongé dedans, parce que je t'avoue que ces années-là, c'est quand même un souvenir pas plus douloureux que la descente, mais c'est pas un très très grand souvenir. En fait, l'arrivée de Bernard Tapie est nécessaire, mais à la fois, dès le départ, si tu veux, c'est un peu ce qui s'est passé en politique, en fait. Souvent, on a utilisé Bernard Tapie. Tu as suivi, tu as regardé, on l'a utilisé pour faire battre des adversaires, etc. Et là, son retour, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher Bernard Tapie pour obtenir quelque chose, encore une fois. Donc, dès le départ, en fait, tu sais que ça ne va pas marcher parce qu'à un moment, tu sais que tu ne vas plus en avoir besoin. Oui, c'est ça. À un moment, la paix sociale, tu la retrouves dans les virages. Il y a un moment où, malgré tout, même si tu finis 9e, évidemment, mais tu n'as plus les problèmes des années précédentes où tu étais relégable, on ne sort plus les joueurs dans les coffres de voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On l'a retrouvé. Donc, le problème de Bernard Tapie à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'il est utilisé. Mes conclusions, c'est ça. On l'a utilisé, il a fait ce qu'il a pu, avec certaines réussites. Mais je pense que je ne suis pas persuadé que lui-même pensait arriver à obtenir ce qu'il souhaitait en arrivant. Il mesure la difficulté et je crois que mais ça devait être encore bien plus important que ce à quoi il s'attendait. Oui, non, c'est sûr, c'était quasiment une mission impossible, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à espérer. Sans argent, avec beaucoup d'effectifs, avec des luttes internes, avec ce que tu as dit. Lui qui peut-être qui à la fois était président délégué mais qui n'était pas actionnaire, donc c'est pas lui qui avait l'argent, donc c'est pas lui qui avait les clés du camion, quoi. Donc et puis c'est notre poste aussi, même s'il faisait un peu tout quand il était président de l'OM. Malgré tout, il y avait quand même un directeur du football et tout, quoi. Donc c'était pas simple. On va terminer la conclusion, en fait. Que nous reste-t-il, en fait, de son passage? Qu'est-ce que tu en penses? Après, je conclurai aussi. Ce qui nous reste de son passage, déjà, c'est la Coupe d'Europe qui est fièrement. Voilà, la Coupe d'Europe et l'étoile. Ce qui nous reste du passage de Bernard Tapie, ce qu'on a eu longtemps, c'était la situation des tribunes, finalement, qui s'est arrêtée peu avant l'arrivée de Franck McCourt, avec les abonnements, justement, qui étaient laissés un peu aux associations. Donc, il y a eu cette certaine manière de gérer. Mais malheureusement, il n'en reste pas grand-chose. Et c'est là où c'est triste. C'est qu'on avait beaucoup à gagner de s'inspirer de ce qu'il avait apporté au club. Et finalement, ces détracteurs ont préféré s'en détacher au détriment des résultats sportifs. Je pense que l'idée après, ça a été aussi de se détacher de Bernard Tapie. Peut-être que c'était compliqué aussi pour Robert Louis Dreyfus d'avoir toujours cette assimilation avec celui qui avait réussi. Et ça reste le plus grand, de toute façon, le plus grand président que le football français ait connu. On pourra me dire. Ah oui, ça, on est d'accord. Voilà, il en aura inspiré d'autres. Il aura inspiré Jean-Michel Aulas, justement, qu'on n'aime pas forcément, mais qui est un très bon président pour son club. Voilà, il ne reste pas grand-chose. Il a marqué son époque de son empreinte. Il nous a rendus fiers. Et je pense que finalement, ce qui reste le plus, c'est l'amour de tous les supporters de l'OM qui l'ont connu et qui ont connu cette fameuse époque où on a tout gagné. C'est une époque bénie, ouais, effectivement. Donc, du coup, oui, c'est des merveilleux souvenirs en tant que supporter, effectivement, avec lui comme président, donc le meilleur de l'histoire, comme je l'ai dit. De la nostalgie, forcément, de cette époque bénie, hein, mais aussi, ce que on le dit souvent avec l'époque actuelle, un président qui défend l'institution, en fait,
le club qui est au-dessus. Les joueurs, ils passent, mais l'institution reste. On doit défendre le club devant les instances, devant les commissions de discipline, devant l'UEFA, etc. Et inculquer aussi une culture de la gagne club, quoi, une culture club de la gagne. Et ça s'est perdu parce que justement, il y a pas un président comme ça, quoi. Tu vois. Exactement. Ouais. Enfin, ça s'est perdu. Ça s'est pas perdu à Lyon, hein, pour le coup. Oui, non, mais voilà, je parle au niveau de l'OM, quoi. Donc après, effectivement, il y a un héritage, il y a un palmarès, il y a un savoir-faire, il y a une histoire, il y a une passion. Donc tout ça, ça reste. Mais effectivement, ça n'a pas été gardé par les successeurs, quoi. Ça reste dans l'inconscient collectif, on va dire. Et bon, le palmarès, ça reste tout le temps, évidemment. Mais le savoir-faire, il est parti, quoi. Qu'est-ce qui reste? On pourrait dire aussi qu'est-ce qui ne reste pas, parce qu'on nous a retiré injustement un titre de champion de France aussi. Que d'ailleurs, Christophe Boucher, pour l'anecdote assez rigolote, avait essayé de faire récupérer. Je ne sais pas si un jour on l'aura, mais j'aimerais bien qu'il figure à notre palmarès. En tout cas, je pense que d'ailleurs, comme pour beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, ce titre-là, on l'a gagné et il fait partie de notre palmarès. De toute façon, nous, en tant que supporters, on l'a vécu. Donc, on a dominé cette année-là et avec PSG notamment, mais pas que ça. Donc, quand on était là, on sait qu'on l'a gagné. Pour nous, dans la tête, on l'a gagné. Et les joueurs, c'est pareil. Les joueurs, ils l'ont gagné. J'ai de côté d'Imeko l'autre fois, il dit qu'il y a eu 5 titres de champion de France. Il n'y en a pas eu 4. Donc, voilà. Après, c'est sûr que sur le palmarès, effectivement, il n'y en a que 9 là. En plus, il y a le titre de champion de France de 1929, je crois, qui est amateur, qui n'est pas compté comme titre professionnel, alors qu'il y a d'autres championnats qui comptent tout. Bon, voilà, ça, c'est toujours une polémique. Bon, bref. Moi, voilà, il nous reste, nous, en tant que supporters, notre passion, nos souvenirs, cette époque bénie, ce qu'il a monté, l'étoile, tout ce que tu as dit, ça, on le reste. Voilà ce qui nous reste de lui, de cette époque. Alors, forcément, c'est un peu nostalgique. Avec, comme on voit, la suite qu'il y a eu, quoi. On n'a pas retrouvé cette époque bénie. Est-ce qu'on la retrouvera? On ne sait pas. Ça va être compliqué, malheureusement. De toute façon, tu en as parlé tout à l'heure. La retrouver, j'en sais rien, s'en rapprocher, ça passe par une vente du club et ça passe par faire ce que Bernard Tapie avait conseillé à McCourt de faire à son arrivée, c'est-à-dire de ne pas gérer le club à l'autre bout du monde. Enfin, de toute façon, tant qu'on ne prendra pas en considération, c'est pas compliqué, hein, pour le prochain qui va arriver, il faut reprendre cette interview de Bernard Tapie, lui remettre, même si c'est Franck McCourt qui est cité, et qu'il fasse exactement ce que le boss lui a conseillé de faire. Parce qu'il n'y a personne de toute façon qui connaît mieux que lui les Marseillais. Donc, en plus, c'est paradoxal pour un Parisien d'origine, mais lui connaît tous les rouages du club, il sait comment Marseille fonctionne, comment ça fonctionnait et comment ça fonctionnera. Et donc, aujourd'hui, il reste peut-être plus grand-chose de cet héritage, mais moi, ce que j'espère, c'est que le prochain ou les prochains, j'en sais rien, mais qu'un jour, ceux qui viennent s'inspirent de ce qu'il a fait et de ce qu'il fallait faire pour qu'on gagne. Voilà. Donc, on n'a peut-être plus grand-chose aujourd'hui, si ce n'est le prestige et tous les trophées, etc. Mais c'est pas dit qu'un jour, dans un avenir plus ou moins lointain, on puisse reparler de l'héritage de Bernard Tapie. Alors, si, pour être assez honnête, il y a eu Pape Diouf quand même. C'est que Pape Diouf avait compris tout ça. Pape Diouf avait compris la culture marseillaise, ce qu'il faut faire, comprendre les supporters, comprendre la ville. Donc, lui, il a compris. Alors, c'était pas l'actionnaire, c'était président délégué. Mais tout ça, il avait compris. Et de toute façon, on le dit tous, hein. Il y a eu 2 grands présidents à l'OM, c'est Tapie et Diouf, quoi. Donc, voilà. Donc, pour être honnête, il y a eu Diouf aussi qui a été à la hauteur de tout ça, qui a bien compris comment on faisait pour faire gagner un club et à Marseille. Ça, il l'a compris. Donc, effectivement, c'est un type de président comme ça qu'il faudrait, quoi. Tu fais bien de le préciser parce que je pense qu'on s'en serait voulu de ne pas l'avoir cité, Pape Diouf, pour le coup. Exactement. Moi, je le regrette aussi. Oui, tout à fait. On le regrette évidemment énormément. D'ailleurs, lui aussi, on aurait aimé qu'il revienne à plusieurs reprises. Il a failli, il attendait justement d'avoir un gros investisseur pour venir. Ça a failli se faire. Bon, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises aussi, je crois, en plus Bernard Tapie et Pape Diouf. Oui, avant, après, il y a eu un moment aussi où… Déjà, il le connaissait en tant que journaliste, déjà. Parce Exactement. Il suivait l'époque de l'OM au départ.
Ouais. Après, en tant Donc la seule qu'agent, différence que l'un et l'autre avaient, c'est que l'un était président délégué et l'autre était président du club. voilà, Président. c'est la différence. Et c'est le seul président délégué, Pape Diouf, qui a réussi, en fait. Il n'y a, pas Ah de oui, tout secret. à fait. Ouais, oui. C'est ça. Allez, je te remercie. On va arrêter là. Je t'en Merci prie. Romain. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à réagir à cette émission, à nous faire part de vos commentaires. Éventuellement, on peut faire une émission débrief de ce que vous avez pensé de cette émission. Voilà, ça peut être intéressant de faire ça avec d'autres supporters. Merci à toi. C'était vraiment très sympa de se replonger dans ces années-là. On en avait parlé il y a un petit moment de refaire cette émission et c'est vrai que je me suis éclaté. Et j'espère qu'elle aura un écho particulier auprès de certaines personnes qui comptent pour Bernard Tapie. En tout cas, pour nous, il aura beaucoup compté, évidemment. Donc, je pense que tout le monde l'aura compris. Moi, j'ai passé mon temps, et toi également, à faire son éloge parce qu'il nous a beaucoup apporté. Et comme je l'ai répété, c'est quelqu'un dans certaines choses ou dans certains cas de figure de mes affaires professionnelles dont je peux m'inspirer. Et sa réussite en a certainement inspiré beaucoup plus. Oui, il a fait des émules et effectivement, je pense que c'est une idole. On peut clairement le dire comme ça, une icône qu'on a connue, notamment à l'OM. Exactement. Allez, voilà. À bientôt, Sébastien. Ouais, à bientôt. Merci. Music is pain.